Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, un numéro placé sous le signe des élections présidentielles. Et oui, on est entre le premier et le second tour. On va voir ensemble quelles sont les implications déjà du premier tour et puis de ce qu'on peut anticiper sur la suite des événements, second tour et législative, à la fois d'un point de vue des marchés financiers, mais également bien sûr de tous vos placements, les marchés financiers où on aura le plaisir de retrouver et d'accueillir Jonathan Lévy et les placements avec Vincent Kutkowitz. En dernière partie, troisième partie d'émission, deux invités et non pas un seul, comme un peu un match présidentiel. Deux invités pour parler des SCPI avec un thème, une question que beaucoup se posent, bulle ou pas bulle. On essaiera de vous apporter des éclaircissements sur ce débat. On commence tout de suite, bien sûr, avec un point sur les marchés financiers. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, les marchés financiers, on peut le dire, qui ont poussé un ouf de soulagement au soir de cette élection, puisqu'on l'a vu lundi matin et lundi en clôture, le CAC 40 prenait un peu plus de 4%. Oui, en fait, le ouf de soulagement est à la hauteur de la peur des marchés avant les élections. On avait peur d'un scénario Mélenchon-Le Pen, l'un ou l'autre, ou les deux. Oui, on a peur en fait qu'un des populistes, un des extrémistes arrive au pouvoir en France, que ce soit Le Pen ou Mélenchon. En fait, ils cherchent tous les deux à sortir de l'Union européenne, donc à sortir de la zone euro. On l'a expliqué ici plusieurs fois. En fait, l'impact d'un scénario comme ça, c'est un risque systémique pour la France, donc même pour l'Europe. Et ça fait peur à tout le monde. Et beaucoup d'acteurs sur les marchés financiers se sont couverts, ont pris des assurances à la baisse et c'est le débouclage, beaucoup de ces positions qui ont permis aux bouchons de remonter. Oui, tout à fait. Pour se prémunir en fait contre ce risque-là, on achète des couvertures, c'est-à-dire qu'en fait on insensibilise les portefeuilles à une variation des marchés. Une partie en tout cas, une partie, pas forcément en tout cas, à 100%. Pas 100%. Et lundi, en fait, nous on l'a vu à notre niveau, pratiquement tous les gérants nous ont écrit pour nous dire voilà notre analyse des résultats. Dorénavant, en fait, on va se sensibiliser un petit peu plus au marché et ça, c'était le même discours chez tous les gérants. On voit l'impact sur les marchés dans la journée même. Ça veut dire que Emmanuel Macron avait raison de faire la fête dimanche soir. Il a gagné déjà le second tour. C'est ce sur quoi parient les marchés ? Alors peut-être pas en fait quand même. Les marchés, c'est vrai, ont bien monté. Il n'y a pas eu de volatilité, il n'y a pas eu de correction. Il y a eu 4% tout de suite et on les a maintenus jusqu'à la clôture. Mais pour autant, il reste quand même des questions. Alors lesquelles ? Au-delà du deuxième tour, on peut penser que Emmanuel Macron va gagner les élections au deuxième tour, même s'il faut respecter le vote des Français. On rappelle, en fait, il y a les législatives qui interviennent rapidement, le 11 juin pour le premier tour, 10 juin pour le deuxième tour. Là, on peut se poser des questions. Quelle majorité on va avoir en fait, à la suite de ces élections ? Est-ce que c'est une majorité qui va conforter Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est une majorité qui va plutôt aller sur la droite avec les Républicains ou plutôt aller sur la gauche ? Si on prend les scénarios, imaginons que Emmanuel Macron soit élu dimanche et ait sa majorité, c'est le meilleur des scénarios d'un point de vue financier. On ne parle pas politique dans cette émission, mais d'un point de vue financier, placement, oui. Effectivement, ça conforte en fait le scénario actuel, qui est un scénario où la France reste gouvernable, il y a une majorité qui pourra prendre des décisions, et ça c'est le meilleur scénario à mon avis pour les marchés financiers. S'il n'a pas de majorité, s'il n'y a pas de majorité au législatif, s'il est élu et qu'il n'a pas de majorité. On a écarté le scénario Marine Le Pen pour l'instant, on pourrait en dire un mot après, mais continuons sur Macron. Il est élu dimanche soir, enfin le 8 mai, ou le 7, je ne sais plus, et il n'a pas de majorité législative. Après, tout va dépendre. Il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce que c'est le Front National qui a une majorité ? Est-ce que c'est Mélenchon, puisqu'ils sont tous les deux en gros à 20%, et les Républicains sont aussi à 20%. Donc
Est-ce que c'est un des quatre qui ressort avec une majorité Personne. ou alors personne à la majorité et donc Emmanuel Macron devra composer avec tantôt les Républicains, tantôt un groupe autour du PS. Faire des coalitions à des l'allemande. coalitions à l'allemande autour d'un programme à définir. Mais ça, en France, on ne l'a jamais connu. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas si les hommes politiques en France sont capables de gouverner le pays dans cet état-là. Donc là, on peut avoir des questions autour de ça. Et puis il y a un autre scénario, celui d'une cohabitation. La droite qui revient, un retour de flamme de la droite, qui aurait une majorité, qui imposerait tout de suite une cohabitation plus ou moins dure à Emmanuel Macron. Du point de vue des marchés, je pense que ce scénario fait moins peur parce que là, il y a une cohabitation, certes, mais il y a un programme qui sera mis en place et qui sera dirigé par un Premier ministre, dans ce cas-là, qui sera issu des rangs des Républicains. Alors, si on revient à nos investisseurs et à nos marchés, on a vu cette hausse forte lundi. Bon, ça s'est calmé mardi. Où est-ce qu'on va maintenant? Comment est-ce que vous voyez la suite? Nous, on considère que le risque politique, en fait, a diminué d'un cran, ça c'est clair, en fait. Le risque de la bombe atomique a diminué. Donc, on n'aura pas, a priori, un populiste à l'Élysée le 7 mai. Mais il reste les législatives. Il reste ensuite d'autres échéances. Il y a l'Italie qui doit organiser un vote prochainement, d'ici le printemps 2018. Donc ça reste à voir. Est-ce que les populistes ne vont pas arriver au pouvoir en Italie? Les sondages sont un petit peu flous. Et on peut avoir des questions autour de ça. Donc on peut, l'inquiétude peut passer les Alpes et aller du côté de l'Italie. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, je pense que les marchés vont continuer à progresser. Il y a un autre risque politique, à mon avis, dont on n'a pas parlé. On avait parlé un petit peu avant les élections, mais c'est passé au second rang. C'est le risque plutôt du côté des États-Unis. À la suite, Trump, la suite des élections, les marchés ont beaucoup monté sur la base de spéculation sur son programme, par anticipation en fait des conséquences positives de son programme sur l'économie américaine. Mais on voit qu'il a beaucoup de mal à mettre en place son programme. Et surtout, au-delà du risque politique, il y a un risque géopolitique actuellement avec la Corée du Nord et ces bruits de bottes. Et puis, effectivement, il y a un risque géopolitique autour de la Corée du Nord. Les bruits de bottes, ça ne fait jamais du bien à la bourse, même si selon moi, ce risque-là, il est à pondérer un petit peu quand même. Bon, qu'est-ce que vous voyez donc, une fois qu'on a pris en compte aussi ces risques, tout n'est pas fini, qu'est-ce que vous prenez en compte pour la suite? Voilà, le ciel s'éclaircit, mais il n'est pas encore complètement bleu. Les risques politiques, on l'a dit, sont encore un petit peu là. En dehors des risques politiques, par contre, lorsqu'on regarde les indicateurs économiques, on se rend compte que depuis quelques mois maintenant, les indicateurs sont bien orientés. Les indicateurs macroéconomiques notamment sont bien orientés. Il y a un point important, c'est que depuis de nombreuses années, on a les trois grandes zones qui progressent de manière synchrone. Les États-Unis, l'Europe, les pays émergents, même si ce n'est pas une zone homogène, sont tous en fait en phase de reprise. La Chine est en phase de reprise. Le FMI, la semaine dernière, a dit pour la première fois, elle a revu ses prévisions de croissance à la hausse. D'habitude, il revient leurs prévisions de croissance à la baisse. Là, on voit qu'on est sur une accélération de la reprise dans toutes les zones du monde. Ça, c'est favorable. Si on en reste maintenant à la zone euro, on voit que les indicateurs avancés, les PMI, c'est un indicateur en fait, qui est très suivi par les marchés, qui est un indicateur avancé qui montre en fait... Les directeurs d'achat. Les directeurs d'achat, qui est des études auprès des entreprises et qui montrent que... on est sur une phase d'accélération dans la zone euro et pour la première fois, là encore, il n'y a aucun pays qui reste sur le bord de la route. Il y avait deux pays qui étaient pour l'instant un peu en marge. C'était l'Italie dont on a parlé et la France, nous-mêmes. Et là, dans les dernières études, on voit que nos deux pays, France et Italie, en fait, accélérons, contrairement à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut entendre lors de ces élections. Il semblerait que la croissance, y compris en France, s'accélère et que les créations d'emplois partout dans la zone euro s'améliorent. Bon, je rappelle que c'est votre émission. Vous pouvez nous poser vos questions en direct, soit sur YouTube, sur la chaîne Décideur TV, soit sur la page Facebook de bienprévoir.fr. Si j'entends votre discours, moins de risques politiques, des fondamentaux économiques sains, donc plutôt un scénario action. Un scénario action favorable, est favorable et essentiellement en fait sur la zone euro. Je pense que les États-Unis, je le répète, sont un petit peu chers. Avec des risques politiques dont j'ai parlé. Sur la zone euro, il y avait une décote importante qui s'est réduite, mais malgré tout, je pense qu'il reste encore une décote, on voit bien pourquoi, mais les résultats des entreprises s'améliorent nettement, elles sont en forte progression pour cette année et l'année prochaine, donc je pense que c'est le moment, même si le marché a bien monté, il y a encore une plus-value à prendre sur le marché action là, sur les 12 prochains mois.
marche-action de la zone euro. De la zone euro. Voilà, rendez-vous est pris. Merci Jonathan pour toutes ces explications très claires comme à l'habitude. On va tout de suite passer à la seconde partie de cette émission, la deuxième partie de cette émission consacrée aux conséquences de ces élections présidentielles sur vos placements. Et on a le plaisir de retrouver Vincent Kutkowitz. À tout de suite. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va voir en effet les conséquences de ce premier tour sur les placements, les conséquences prévisibles. Vous avez repris tous les programmes, les deux programmes des candidats qui restent en lice, celui de Marine Le Pen, celui d'Emmanuel Macron. Et on va voir, selon les scénarios, ce qui pourrait se passer sur les différentes classes d'actifs. Tout à fait. Et surtout pour la fiscalité du patrimoine. Oui. C'est surtout ça qui intéresse souvent, un président de la République a un petit impact là-dessus. Oui, tout à fait. On a payé pour le savoir. Alors, on commence par quoi? L'assurance vie. L'assurance vie, allons-y. Le placement principal, ou en tout cas le cadre fiscal dans lequel évoluent la plupart des placements des Français. Donc en fait, sur l'assurance vie, on a essayé de décortiquer ce qu'ont dit les deux candidats qui restent en lice. Donc d'un côté, en fait, il faut se replacer un peu dans le cadre de ces derniers mois. La loi Sapin 2 a été établie fin novembre, je crois, 2016. Depuis, beaucoup d'inquiétudes du côté des épargnants. Donc, la loi Sapin 2, ça a été un choc. On en a parlé, erreur de communication. Ça voulait rassurer finalement les épargnants. Ça a été le contraire. L'idée était de protéger le système assurantiel contre un risque en cas de remontée brutale des taux d'intérêt. On y reviendra après. En cas de remontée brutale des taux d'intérêt, l'idée est de protéger le système financier, et ça c'est bon pour tout le monde, pour les épargnants en premier lieu. Qu'est-ce qu'ils font alors les uns et les autres, Marine? Alors là, Marine Le Pen dit évidemment, on va tout de suite abroger cette loi, on va revenir en arrière là-dessus, on verra après qu'une grosse partie de son programme est quand même de mettre fin à l'euro, et que finalement on risque de retrouver là les conséquences de ce qu'on a voulu éviter par ailleurs. Oui, donc elle décide d'abroger la loi Sapin 2. Là-dessus, Emmanuel Macron ne s'est pas prononcé. Il ne reviendra probablement pas sur la loi Sapin 2. Par contre, lui, il envisage de réformer la fiscalité du patrimoine de façon générale et notamment de mettre en place une flat tax, donc une taxe globale sur l'assurance vie. Bon, en effet, il penche plutôt du côté libéral d'un point de vue économique. Flat tax, ça résonne aux oreilles des libéraux. Vous croyez que c'est quelque chose qui peut se mettre en place? C'est crédible? C'est crédible. La question qui va se poser, c'est quelle résistance vont lui opposer les lobbies qui peuvent peser en fait sur la question de l'assurance vie. Donc ça, c'est pas gagné. Il faut rappeler quand même que l'assurance vie finance en grande partie la dette française. Donc là, il n'est pas du tout évident qu'on puisse encore alourdir la fiscalité. Alors, qui alourdirait, en fait, ça dépend... Ce qu'on a comme information aujourd'hui en décryptant le programme, c'est en fait une taxe qui permettrait en fait d'arriver à 30% de fiscalité au total sur l'assurance vie. Au-delà des 8 ans, je rappelle que dans le cadre d'un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, aujourd'hui, on a une fiscalité à 7,5 sur les revenus, plus les prélèvements sociaux à 15,5. Donc on serait en fait, la diminution de la fiscalité avec le temps ne jouerait plus. Alors on n'aurait plus cet avantage-là. En tout cas, on ne l'aurait plus pour les contrats. Aujourd'hui, on parle des contrats supérieurs à 150 000 euros. Tout ça sont des hypothèses. Ce n'est pas encore quelque chose de bien établi, mais c'est la direction que ça prend. Au début, le programme était exclué, concernait tous les patrimoines. Là, il y aurait déjà un mouvement pour aller vers uniquement concerner les épargnes supérieures à 150 000 euros. Donc en fait, la flat tax, l'idée c'est d'avoir un prélèvement global, mais où il n'y a plus la partie impôt sur la fiscalité de l'assurance vie, CRDS, tout est unifié. Et l'idée, c'est d'appliquer cette flat tax sur l'ensemble des revenus du patrimoine financier. Bon, déjà une grosse différence donc, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. ISF, deuxième sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ISF par Marine rapport Le Pen au programme des candidats ne touche pas à ce stade à l'ISF. Par contre, Emmanuel Macron, qui lui est très orienté par flécher l'épargne vers les fonds propres des entreprises, dynamiser la création d'entreprises, aider les entreprises à se développer, a lui en tête de mettre en place un ISF, réformer l'ISF pour qu'il ne concerne plus que l'immobilier qu'on appelle de rente, en fait, l'immobilier classique des épargnants. On ne parle pas de l'immobilier collectif, en tout cas, on va peut-être en parler un peu plus tard. On ne sait pas encore trop si l'immobilier collectif sera concerné, j'entends les SCPI.
En tout cas, l'immobilier devrait être le seul concerné par l'ISF. Et l'idée, c'est à ce moment-là de libérer en fait d'une certaine manière l'épargne pour qu'elle aille justement irriguer les entreprises en termes d'actions, en termes de titres. Et c'est là où peut-être que l'assurance vie devrait retrouver peut-être un ballon d'oxygène. Tout l'assurance vie, parce que l'assurance vie, il y a le fonds euro, voilà, donc il y a la philosophie, ça serait plutôt en fait de donner un avantage à l'assurance vie en unité de compte. C'est ça qu'on peut en fait comprendre dans le programme aujourd'hui, même si les choses ne sont pas encore très bien établies. Clair. Bon, et Marine Le Pen qui ne touche pas du tout à l'ISF. Tout à fait. Immobilier. Sur l'immobilier, en termes de fiscalité ou, disons, les aspects un peu structurels de l'immobilier, Marine Le Pen veut réserver l'immobilier, notamment social, avec une préférence nationale. Donc ça, c'est quelque chose de très sensible. On ne sait pas trop évaluer aujourd'hui ce que ça aurait comme impact sur l'immobilier locatif. Est-ce que ça peut déstabiliser le marché? C'est très difficile à dire, mais en tout cas, ça serait une nouvelle donne absolument inconnue. Par contre, toujours sur l'immobilier locatif, Emmanuel Macron, lui, envisage de réévaluer la question du plafonnement des loyers. Aujourd'hui, ça concerne Paris. Il a été étendu, ce système de plafonnement des loyers, à Lille. Il ne dit pas qu'il va revenir en arrière, ni le généraliser. Il dit qu'il faut une phase d'évaluation. On se souvient qu'en effet, ça avait pas mal gelé le marché immobilier, ça l'avait pénalisé. Et que voilà, il y a beaucoup de questions autour de ce plafonnement. Mais donc Emmanuel Macron, très prudent, va vouloir évaluer des audits, prendre son temps. Lorsqu'on a en tête qu'Emmanuel Valls a voulu lui-même l'enterrer, il a eu un peu de mal avec sa majorité de l'époque. Il est probable qu'avec une nouvelle majorité, il puisse revenir complètement sur ce sujet-là. Les prélèvements sociaux. Donc ça, on en a parlé. C'est pas de modification du côté de la CSG, côté Marine Le Pen. Et en ce qui concerne l'épargne, là, Emmanuel Macron, lui, revient avec sa flat tax, sa taxe générale. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la CSG. Donc jusqu'à présent, finalement, on voit que Marine Le Pen, sur cette question placement, fiscalité, ne touche pas grand-chose. Non, c'est un programme, il faut le dire, quand même assez clientéliste. La loi Sapin 2 a fait trembler dans les chaumières les épargnants et nous sommes bien placés chez bienpropre.fr pour vous dire que ça a été un tremblement de terre. Donc là, elle décide de revenir en arrière dessus. Ça, c'est des mesures faciles à prendre. Oui. Le cœur du sujet n'est pas là en réalité. Donc, et on ne touche pas grand-chose sur le reste. Non. Avec quand même le cœur du sujet, en effet, c'est sortie ou pas de l'euro. C'est la bombe atomique. Voilà. Et les conséquences, en effet, qui vont bien au-delà des petites mesures de ce là. On aurait pu commencer bien sûr, on aurait pu en fait commencer par là. Un retour aux francs, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un risque fort d'inflation, une dévaluation de l'épargne et des retraites de 15 à 20%, c'est ce qu'on évalue aujourd'hui. Alors, Marine Le Pen dit qu'elle veut supprimer la loi Sapin 2. Je rappelle que la loi Sapin 2 a pour objectif de protéger le système contre un éclatement d'une certaine manière. Or, si on revient au franc, il y a des chances que les taux d'intérêt augmentent, que finalement on va voir le tableau. Vous avez apporté un tableau qui récapitule en effet les épargnants auront peut-être la volonté, en cas de sortie de l'euro, de retirer leur fonds des contrats d'assurance vie. Et donc, on se retrouve dans le cas qu'on veut éviter justement avec la loi Sapin 2. Et finalement, elle n'aurait pas d'autre solution pour protéger le système financier que de geler les retraits. Donc finalement, on voit bien que... Elle serait piégée à son propre piège. Elle serait piégée, tout à fait. Mais bon, on a une Marine Le Pen qui a le mérite de la clarté là-dessus. En tout cas, c'est très cash. Emmanuel Macron, lui, a l'avantage peut-être de plus d'innovation et en même temps de beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou. On ne sait pas encore bien le contour. Est-ce qu'il aura la majorité pour le faire? Alors, en fait, il va falloir attendre, bien sûr, le mois de juin pour y voir un peu plus clair dans les mesures qui pourraient être prises. Et de toute façon, ensuite, il faudra faire passer ça devant le Parlement avec la majorité ou pas qu'il aura. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou. Les vraies questions qui restent en suspens, c'est la fiscalité de l'assurance vie, la fiscalité différenciée entre les différents types de placements, la fiscalité sur l'immobilier et enfin, réforme de l'ISF. Donc ça, c'est les vraies questions. Et alors, pour nos clients, nos épargnants à qui nous parlons au quotidien, il y a une question qui viendra après. On sait qu'on va en parler justement dans la partie d'après. Les SCPI, l'immobilier collectif est un véhicule d'investissement majeur aujourd'hui. Aujourd'hui, il est entre les deux finalement. Voilà, où va se passer l'épargne qui s'investit dans l'économie et en même temps qu'il y ait l'immobilier. Voilà. Maintenant, il est probable que avec l'intelligence qu'on peut imaginer derrière les dirigeants qui occuperont ces fonctions dans les mois qui viennent, il n'y aura pas la volonté de casser un moteur de développement économique en France qui est l'immobilier collectif
à travers les SCPI notamment. Bon, en tout cas, on verra. Hein. Le suspense reste entier. À suivre, ça nous promet encore de beaux épisodes ensemble. Merci Vincent pour ces explications et on se retrouve le mois prochain. SCPI, bulle ou pas bulle, c'est presque un débat d'entre-deux tours qui aurait pu avoir lieu sur un plateau lors d'une émission politique. On a le plaisir d'accueillir pour en parler Thierry Seboumian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant à la Française, vous connaissez bien le sujet, et à vos côtés, un journaliste du particulier, Georges Carasso. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va vous écouter sur cette question bulle ou pas bulle, parce que c'est une question qui se pose souvent depuis quelques mois, quelques années maintenant pour les épargnants. On a eu l'incroyable succès de la collecte des SCPI, ces rendements qui finalement défient la gravité par rapport à des placements plus classiques. Et donc cet attrait pose des questions. Est-ce qu'on risque finalement de se retrouver dans un moment où il y a trop d'argent qui arrive et pas assez de sous-jacents finalement pour investir correctement. Thierry, votre point de vue. C'est intéressant, vous avez deux questions en une. La première qui est bulle sur le produit, boom sur le produit. La deuxième, c'est... Vous dites pas bulle, vous dites boom. Voilà, c'est le bon côté de la bulle. Alors, attendez, une bulle, en règle générale, c'est un phénomène d'explosion, d'évolution très forte d'un marché et qu'on n'arrive pas à expliquer pour des raisons rationnelles. Le boom, c'est quand il y a effectivement des raisons rationnelles. Et sur la partie SCPI, j'ai l'impression quand même qu'entre le rendement, comparé par rapport au risque pris des autres placements, entre cette réponse aux besoins de revenus aujourd'hui et de retraite, et puis aussi la démocratisation du produit, qu'on le voit beaucoup plus présent dans l'assurance vie et dans l'épargne salariale. Il y a de bonnes raisons à l'évolution du produit. D'ailleurs, on le regardera tout à l'heure, en termes de prix, le prix d'épargne n'a pas complètement explosé, notamment sur les 5 dernières années. Alors, on va revenir sur ces arguments rationnels. Je voudrais avoir votre sentiment dans ce débat bulle ou pas bulle. Alors vous évoquiez tout à l'heure une collecte très importante. C'est vrai que d'année en année, les collectes sont toujours plus fortes. La question de savoir comment les gérants font pour placer cet argent et comment ils font aussi pour essayer. Ils essayent de restreindre un peu la collecte parce que cet afflux d'argent est compliqué à placer, ils le disent eux-mêmes. Et donc il y a différentes façons de restreindre la collecte, un montant par épargnant, un montant par réseau de CGP. Et les sociétés de gestion de SCPI font de la sorte pour essayer de gérer un peu les sommes qui leur arrivent. Néanmoins, ces sommes-là restent compliquées à investir. Parce qu'il faut expliquer, il y a un boulot d'être physique, c'est-à-dire que faut acheter des immeubles. Thierry, je peux vous répondre. Je termine simplement. Plusieurs gérants m'ont expliqué qu'il était en effet aujourd'hui un peu plus compliqué d'investir rapidement les sommes reçues qu'il y a quelques temps. Déjà, il y a une concurrence accrue, très forte, beaucoup plus forte qu'il y a quelques années. Énormément de SCPI qui se lancent. Donc cette concurrence et puis des taux de rendement qui sont plus faibles, une sélectivité, les SCPI dans leur gestion sont très prudentes, donc une sélectivité qui est très forte et qui fait que les temps d'investissement peuvent être un peu plus longs et peser un petit peu sur le rendement quand même. La parole à la défense. Thierry. Allez, je ne sais pas si c'est la défense. Il y a deux sujets, effectivement. Il y a la capacité d'investir cette collecte et de l'investir rapidement. Donc dilution conjoncturelle ou pas. Sur le premier, je vais redonner des chiffres. La collecte des SCPI en France pour 2016, c'est 5,5 milliards à peu près, je parle que des SCPI, pour un marché français de l'investissement sur l'immobilier d'entreprise qui doit faire 25-26 milliards d'euros. Et avec quelque chose d'assez nouveau, depuis 2 ans maintenant, la possibilité pour les gestionnaires d'aller investir en Europe, très fortement en Allemagne. Vous le faites, vous ? Oui, on le fait très largement, et le marché allemand, c'est 2 fois le marché français à peu près. Donc le terrain de jeu est bien évidemment beaucoup plus important. On a diversifié nos types d'investissement en typologie, sur d'autres types de biens. Et c'est vrai, vous le soulignez, il y a une certaine sagesse des bons gérants, je vais dire, qui sont, de délimiter une collecte maximum sur une SCPI qui est donnée pour une année. On ne va pas collecter plus de 10% du support.
On met en place des délais de jouissance qui sont un petit peu plus longs parce que quand vous devez investir votre collecte, si vous la placez en trésorerie parce que vous n'avez pas d'investissement, ça vous rapporte 0,10, alors qu'il faut livrer 4,50. Donc il y a une gestion à partir du moment où le gestionnaire est sage et instaure toutes ces méthodes. Georges, est-ce que vous voyez malgré tout, ça c'est en effet les règles de gestion du bon père de famille, est-ce que vous voyez malgré tout des gérants qui risquent d'investir sur des mauvais actifs? Est-ce que vous l'observez déjà un petit peu comme ça s'est passé pour les particuliers sur du Robien ou du Besson? Parfois on investissait parce qu'on était aveuglé par cet avantage fiscal. Alors, il y a eu des cas de figure. Vous parliez tout à l'heure de diversification, et en effet, beaucoup de SCPI vont du côté de l'Allemagne, de la Hollande, d'autres pays pour essayer de récupérer le surplus de rendement qu'elles ont moins en France, parce que le marché est plus difficile. Et il y a eu des petits ratés, notamment, je ne vais pas citer la SCPI, mais une SCPI qui s'est lancée en Allemagne et qui promettait 5% de rendement et qui n'a pas pu les tenir la première année. Les choses se sont ajustées ensuite, mais c'est quand même un raté. Et donc, oui, il y a une diversification pour aller chercher du rendement, diversification dans les actifs aussi, des actifs de santé, etc. Mais c'est aussi pour compenser le rendement qui est plus difficile à atteindre en France. Et les 4,50 dont vous parliez, eh bien, ils ont besoin de l'immobilier allemand pour être atteints. Ils ont besoin d'autres typologies d'actifs. Il faut bien sélectionner sa SCPI, mais ça fait partie des règles de bonne gestion de l'épargnant. Sur le niveau des prix immobiliers, on en est où? Parce que c'est aussi un des facteurs Alors écoutez, on vient de connaître 10 années, enfin même plus de 10 années, mais depuis 2007, vous avez une phase de baisse des taux qui a été continue. On estime que la baisse des taux est favorable au prix de l'immobilier, très concrètement, et on estime que cette période touche à sa fin. On le voit d'ailleurs dans la partie des transactions. On est plus près même avec des capitaux importants, à accepter les rentabilités qui sont données. Et donc ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette stabilisation? La particularité de l'immobilier, c'est qu'en termes de prix, ça a joué favorablement, en fin de compte, pour les SCPI, et ça leur a permis d'ailleurs d'encaisser, de passer la période 2007 à aujourd'hui de manière très intéressante quand vous regardez. Parce qu'elles faisaient des plus-values. Oui, parce que quand les taux baissent, vous avez les plus-values. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, il faut, à mon avis, investir sur le produit pour le rendement qu'il est capable de donner et pas sur la partie de valorisation, en fin de compte, de la part ou des prix que vous escomptez. Georges, qu'est-ce que vous pensez de ce... Sur la valorisation, on est sans doute dans un plus haut. C'est vrai que les prix des parts ont augmenté. C'est un phénomène assez spécifique à la France, d'ailleurs, parce que l'immobilier a monté en France, alors qu'ailleurs, le scénario pouvait être un peu différent. C'est également ça qui a pesé sur les rendements, parce que pendant que les prix des parts, les prix de l'immobilier grimpaient, les loyers, eux, ont baissé. Et aujourd'hui, on n'a pas récupéré les montants de loyers qui étaient ceux de 2007. Donc en effet, avec des valeurs qui sont en hausse, on a des loyers qui remontent mais qui sont plus faibles qu'avant, donc des rendements plus faibles de 2 points quasiment par rapport à 2007. Alors, sur ce point-là, c'est un fait. On a aujourd'hui, si on prend en euros constants, effectivement, des loyers qui ont baissé. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un prix de part à 100, si vous le passez, peu importe, à 110, au bout de quelques années, le même rendement en euros donne en facial un rendement moins important. Par contre, moi j'estime que sur cette partie de rendement, on ne fait que s'adapter au marché. Quand les prix montent, le même loyer, notamment en France, donne une rentabilité un petit peu moins importante. Mais regardons les potentiels des marchés. Vous avez 3 marchés essentiels sur lesquels les investisseurs peuvent se positionner à travers les gérants. La France, on est certes avec des prix qui ont monté, mais plus globalement sur la partie parisienne, intramuros, tous les secteurs n'ont pas monté. Deuxième point, avec des loyers qui ont un fort potentiel. Les loyers n'ont pas progressé depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'il faut venir chercher dans le marché français. Quand vous êtes sur la partie Allemagne, vous avez à la fois des prix qui se rattrapent, le marché était très en retard, et des loyers qui sont rattrapés. À l'inverse, sur la partie Angleterre, trop cher et trop haut. Donc si je vous entends bien, les rendements ne devraient pas baisser? C'est plutôt la zone à attendre positive sur le marché immobilier français. Georges, est-ce que si je n'ai pas encore mis d'argent dans les SCPI, est-ce que j'ai raté le train? Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que je peux encore monter à bord? Il n'est pas trop tard pour investir en SCPI, mais il faut savoir ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous cherchez des performances à 2 chiffres comme on a pu avoir avant 2007, ça c'est réellement terminé.
Néanmoins, si vous souhaitez un rendement stable dans le temps régulier, les SCPI sont un véhicule qui fournissent ce rendement stable et régulier au taux qu'on connaît aujourd'hui. Une dernière question peut-être. On le sait, hein, le mouvement de hausse des taux est enclenché aux États-Unis. Il devrait se propager peu ou prou, surtout si l'économie repart dans la zone euro. Est-ce que ça aussi, vous ne le percevez pas comme un danger? Je peux répondre. Il y a 3 scénarios. Et en plus, si hausse des taux, les scénarios valent pour les obligations, les actions et notamment le fonds euro. Mais il y a 3 scénarios. Il y a un scénario qu'on exclut, qui sera un scénario un petit peu à la japonaise, où les taux ne bougent pas. Voilà. Là, ça serait plutôt bon pour l'immobilier, on resterait sur les niveaux. Il y a un scénario qui est celui qu'on anticipe, qui est plutôt un scénario à l'américaine. Autrement dit, une croissance qui reprend. Et pour la partie immobilier, mais doucement, ce ne sont pas des explosions en termes de taux, notamment les résultats des élections, du moins du premier tour, sont plutôt à nous conforter sur le fait d'éviter de gros à-coups en termes de taux. Et à ce moment-là, vous auriez reprise de la croissance et vous auriez, ce qui est quand même magnifique dans la partie immobilière, indexation en fin de compte des loyers. Et quand on sait que les loyers sont en retard en France, ce serait une bonne chose pour les prix de l'immobilier. Ce serait le cercle vertueux, ça. Mais constance des prix et puis évolution de la partie loyer. Le dernier scénario qu'on exclut sera un scénario la grecque, qui est d'avoir une explosion en termes de taux. Et là, l'immobilier n'échappera pas à la règle en termes de rendement et en termes de correction. Mais bon. Georges, vous avez un scénario favori ou vous en avez un autre peut-être? Je n'ai pas de scénario favori, mais ce qui est vrai, c'est que une hausse des taux favoriserait sans doute à terme les loyers, mais défavoriserait les prix. Enfin, prenons la chose autrement, elle défavoriserait un peu les prix de l'immobilier, et ce qui ferait grimper le rendement. Ça serait une hausse de rendement un peu artificielle, parce que les loyers, dans ce cadre-là, seraient à peu près les mêmes. Mais en tout cas, à l'achat, dans un scénario de hausse des taux, les rendements seraient un peu plus favorables. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Merci messieurs d'avoir accepté cet échange sur Bulle ou pas Bulle côté SCPI. Puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Quand vous voulez. On suivra cette actualité. Merci à vous tous de votre fidélité. Et puis voilà, bon vote pour la suite des événements parce que vous le voyez, c'est une conséquence très concrète sur l'épargne et le patrimoine de tous les Français. Allez, à très bientôt.